Pendant 30 ans, cette immense cheminée de briques rouges est restée froide et silencieuse au cœur de Dijon, se dressant comme une cicatrice que les habitants préféraient ignorer. Tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que des restes d'une vieille boulangerie en ruine, victime du temps et de l'oubli, mais ils se trompaient. Lorsque les équipes de démolition sont arrivées ce matin-là pour abattre le bâtiment, le marteau-piqueur a heurté quelque chose qui n'avait rien à faire dans la maçonnerie. Ce n'était pas de la pierre, ce n'était pas de la suie. Encastrée profondément dans la paroi interne du conduit, scellée avec une intention désespérée, se trouvait une boîte en métal rouillée. En l'ouvrant, les ouvriers ne le savaient pas encore, mais ils venaient de libérer un cri étouffé depuis 3 décennies. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux, mais la réponse terrifiante à une question qui hante la région depuis 1988. Non, le boulanger ne s'était pas enfui avec la caisse. Non, il n'avait pas abandonné sa famille pour une autre vie au soleil. La vérité sur le sort de Jean-Marc était là, cachée juste au-dessus du four éteint, attendant patiemment que les murs s'effondrent pour enfin disculper un innocent et accuser des monstres. Mais pour comprendre pourquoi cette boîte rouillée est la clé d'un cauchemar, il faut remonter le temps. Il faut revenir à cette nuit précise où l'odeur du pain a cessé d'embaumer la rue pour être remplacée par le silence de la mort. Avant de poursuivre notre histoire, marquez votre présence dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous maintenant. Montrez à l'algorithme que notre communauté est attentive aux 4 coins du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour atteindre l'objectif de 5000 abonnés, cela nous aidera beaucoup. Maintenant, continuons. Revenons en arrière. Hiver 1988. Dijon est plongé dans cette brume glaciale typique de la région où le givre recouvre les pavés et où le souffle se transforme en nuages blancs à chaque expiration. À cette époque, le bâtiment en ruine que nous venons de voir n'est pas un spectre de briques. C'est un refuge. C'est la boulangerie de Jean-Marc, un établissement qui sert de cœur battant au quartier. Jean-Marc est bien plus qu'un simple artisan. C'est le métronome du village. C'est un homme de rituel dont la rigueur est légendaire. Sa vie est une partition parfaitement réglée. Lever avant l'aube, pétrissage, cuisson. Pour les voisins, il n'est même pas nécessaire de regarder l'heure. Si la fumée blanche s'élève de la haute cheminée et que l'odeur rassurante de la croûte dorée envahit la rue, il est 4 heures du matin. Tout va bien. Le monde tourne rond. Jean-Marc est un père aimant, un mari dévoué et un travailleur acharné que personne n'imagine capable du moindre écart. Pourtant, un matin de cet hiver-là, l'impensable se produit. Le réveil des voisins est différent. Il manque quelque chose dans l'air. Pas d'odeur de pain chaud, pas de bruit de grille métallique qui se lève. Et surtout, en levant les yeux vers le toit, les habitants constatent avec inquiétude que la cheminée ne fume pas. À l'intérieur, la scène est figée dans le temps. La pâte est sur la table, prête à être travaillée. Le four est froid et la porte de service claque doucement au vent. Jean-Marc s'est volatilisé, sans un mot, sans un bruit, laissant derrière lui une vie entière et un mystère qui allait ronger sa famille pendant 30 longues années. Pour saisir toute la dimension tragique de cette disparition, il est impératif de s'immerger dans le quotidien de Jean-Marc, car c'est précisément dans la rupture de cette normalité que réside l'horreur. Jean-Marc n'est pas simplement un commerçant de Dijon. À 45 ans, c'est un artisan de l'ancienne école, un homme dont les mains portent les stigmates de 20 ans de travail au fournil. Des brûlures cicatrisées sur les avant-bras, une peau asséchée par la farine et des épaules voûtées par le poids des sacs de 50 kilos. Dans ce quartier de Dijon, en cet hiver 1988, la vie s'articule autour de sa vitrine. C'est une époque où les supermarchés n'ont pas encore totalement dévoré le lien social. On ne vient pas chez Jean-Marc seulement pour acheter une baguette, on y vient pour échanger des nouvelles, pour se plaindre de la météo, pour sentir que l'on appartient à une communauté. Et Jean-Marc, taciturne mais bienveillant, est le gardien de ces petits secrets de quartier. Sa routine est immuable, presque monastique. Chaque nuit, alors que la ville dort encore profondément, son réveil sonne à 2 heures du matin. Il se lève sans réveiller son épouse, descend l'escalier de bois qui grince à la 3e marche et pénètre dans son royaume, le fournil. C'est un espace que peu de gens voient, une pièce carrelée de blanc, envahie par une fine poussière de farine qui danse dans les raies de lumière des néons. Là, commence une chorégraphie millimétrée. Il vérifie le levain,
lance le pétrin mécanique dont le ronronnement sourd berce les nuits du bâtiment et prépare ses pâtons. Vers 3h30, il commence à chauffer le four. C'est le moment crucial. C'est là que la cheminée, cette fameuse cheminée de briques rouges, commence à respirer. Mais ce matin de janvier 1988, la mécanique se grippe. Il fait particulièrement froid cette nuit-là. Le thermomètre affiche -5 degrés et une couche de verglas a transformé les trottoirs de Dijon en patinoire. Le vent du nord siffle dans les ruelles désertes. À 4 heures du matin, Laurent, le jeune apprenti de 19 ans, arrive comme d'habitude. Il gare sa mobilette contre le mur du fond, frottant ses mains gantées pour se réchauffer. Habituellement, à cette heure précise, la porte de service est déverrouillée et une bouffée de chaleur humide, saturée d'odeur de levure, l'accueille. Habituellement, il entend la voix de Jean-Marc qui fredonne ou le bruit métallique des plaques que l'on enfourne. Mais ce matin-là, il n'y a rien. Laurent trouve la porte de service entr'ouverte, battant légèrement au gré du vent glacial. C'est la première anomalie. Jean-Marc ne laisse jamais le froid entrer dans le fournil. Cela tue la levée de la pâte. Le jeune homme entre, appelant son patron. Patron, Jean-Marc? Sa voix résonne étrangement dans la pièce. Le silence est lourd, oppressant. Ce n'est pas le silence d'une maison endormie, c'est le silence d'une activité brutalement interrompue. Les néons grésillent au plafond. Sur l'immense table de travail en bois massif, le spectacle est déconcertant. La pâte est là. Elle a été pétrie, divisée en pâtons et façonnée avec soin. Les baguettes sont alignées sur les couches de lin, prêtes à être enfournées. Mais elles ont trop levé. La levure a continué son travail chimique, indifférente à l'absence de l'artisan, et la pâte commence à s'affaisser, à croûter sous l'effet de l'air froid qui vient de la porte ouverte. Laurent s'approche du four. Il pose la main sur la façade métallique. Froid. Le four est éteint. Pour un boulanger, c'est inconcevable. C'est comme trouver un chirurgien parti au milieu d'une opération à cœur ouvert. On ne laisse pas une fournée prête sur la table sans allumer le four. L'angoisse commence à monter chez l'apprenti. Il monte à l'étage, là où vivent Jean-Marc et sa famille. Il frappe à la porte de l'appartement. L'épouse de Jean-Marc, les yeux encore embués de sommeil, ouvre la porte. Elle n'a rien entendu. Elle pense que son mari est en bas, comme tous les jours depuis 20 ans. Quand Laurent lui dit que le fournil est vide et la porte ouverte, le visage de la femme se décompose. Ils descendent ensemble. Ils cherchent dans l'arrière-boutique, dans la réserve de farine, même dans la petite cour intérieure où sont stockées les poubelles. Rien, Jean-Marc n'est pas là. Ses affaires personnelles sont retrouvées sur un petit tabouret près du vestiaire. Son tablier blanc, taché de farine fraîche, est accroché à la patère, comme s'il venait de l'enlever pour une pause rapide. Ses clés de voiture sont posées sur l'étagère, à côté de son portefeuille. Rien ne manque. La caisse enregistreuse de la boutique contient encore le fond de caisse de la veille. Il n'y a aucune trace de lutte, pas de chaise renversée, pas de sang, pas d'outils déplacés. C'est ce qui rend la scène terrifiante. L'ordre. Tout est parfaitement à sa place, sauf l'homme qui orchestre cet ordre. C'est comme s'il avait été effacé de la réalité entre deux gestes, entre le façonnage de la dernière baguette et l'allumage du four. À 6 heures du matin, alors que les premiers clients matinaux commencent à gratter le givre sur les vitres de la boulangerie, la police arrive. À cette époque, nous sommes loin des techniques modernes de la police scientifique. Il n'y a pas d'analyse ADN rapide, pas de caméra de surveillance dans la rue, pas de traçage de téléphone portable. Les gendarmes de Dijon arrivent avec leur carnet et leur scepticisme habituel. Pour eux, une disparition d'adulte, c'est souvent banal. Il a dû en avoir marre, lance l'un des officiers en inspectant le fournil. Une petite dépression, une maîtresse, une envie de voir la mère. Il reviendra quand il n'aura plus un sou. C'est la théorie qui prévaut immédiatement. La fuite volontaire. Après tout, le métier est dur. Se lever à 2 heures du matin toute sa vie use les hommes. Peut-être que Jean-Marc a craqué. Peut-être qu'il est sorti par la porte de service, a marché jusqu'à la gare et a pris le premier train. Mais sa femme et son apprenti secouent la tête avec véhémence. C'est impossible. Pas Jean-Marc. Pas avec la pâte sur la table. Un boulanger peut quitter sa femme, peut-être. Mais il ne quitte pas son pain quand il est prêt à cuire. C'est un sacrilège professionnel que les policiers ne semblent pas comprendre. L'argument de la pâte prête devient le leitmotiv de la famille, une preuve irréfutable de son innocence ou de son enlèvement. Mais pour les autorités, c'est un détail anecdotique.
La nouvelle se répand dans le quartier avec la vitesse d'une traînée de poudre. Il n'y a pas de pain ce matin. La phrase, anodine en apparence, porte en elle une gravité inhabituelle. Les habitants se massent devant le rideau de fer qui restera baissé. On commence à spéculer. On se rappelle avoir vu une voiture sombre rôder la veille. Une vieille dame jure avoir entendu un cri étouffé, mais elle habite 3 rues plus loin. Les rumeurs, ce poison lent des petites villes, commencent déjà à germer. L'inspection du fournil par la police est sommaire. Il note l'absence de traces d'effraction. La serrure de la porte de service n'a pas été forcée. Cela signifie soit que Jean-Marc a ouvert à quelqu'un qu'il connaissait, soit qu'il est sorti de son plein gré, soit qu'il a été surpris par quelqu'un qui est entré alors que la porte était déverrouillée pour l'aération. Les policiers interrogent Laurent, l'apprenti. A-t-il vu quelque chose? A-t-il des griefs contre son patron? Le jeune homme, terrifié, bafouille, mais son alibi est solide. Il dormait chez ses parents. La journée avance, et l'absence de Jean-Marc se transforme en un vide physique dans la ville. L'odeur manquante du pain chaud crée un malaise collectif. Vers midi, le chien pisteur de la gendarmerie est amené sur les lieux. C'est un berger allemand nerveux qui renifle le tablier, tourne en rond dans le fournil, aboie près de la porte de service, puis perd la trace sur le trottoir gelé. Le froid intense de la nuit a sans doute gelé les odeurs, rendant le travail du chien difficile. Il marque un arrêt près de l'endroit où les poubelles sont entreposées, puis plus rien. La piste s'arrête net, comme si Jean-Marc s'était envolé. Dans l'après-midi, l'ambiance change. La curiosité laisse place à l'inquiétude, puis à une forme de suspicion malsaine. Si ce n'est pas une fuite, qu'est-ce que c'est? Un meurtre? Mais où est le corps? Où est le sang? On commence à regarder l'épouse avec insistance. Était-elle vraiment endormie? Le couple s'entendait-il aussi bien qu'on le disait? Les regards des voisins, autrefois amicaux, se chargent de questions muettes. La boulangerie, lieu de vie et de chaleur, devient une scène de crime potentiel, froide et stérile. Le soir tombe sur Dijon. Pour la première fois depuis des décennies, la cheminée de la boulangerie est restée froide toute la journée. À l'intérieur du fournil, la pâte non cuite a fini par s'effondrer complètement, formant une masse grisâtre et triste sur le bois de la table. C'est une image puissante, presque insoutenable pour la famille, le travail inachevé d'un homme qui ne manquait jamais à son devoir. L'épouse de Jean-Marc, assise dans la cuisine à l'étage, regarde par la fenêtre la rue qui s'assombrit. Elle ne le sait pas encore, mais son attente ne fait que commencer. Elle ne sait pas que ce silence va durer 30 ans. Elle ne sait pas que la réponse à toutes ces questions se trouve à quelques mètres d'elle, non pas dehors dans la nuit glaciale où la police cherche, mais tout près, emmurée dans la structure même de la maison qui l'abrite. Cette première journée marque la fin de l'innocence pour ce quartier. Le boulanger a disparu, et avec lui, c'est la confiance d'une communauté qui s'évapore. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Et pourtant, au cœur de ce bâtiment, le secret a déjà été scellé, caché par le plâtre et la brique. Invisible aux yeux de tous, alors même que les policiers tapotèrent les murs à la recherche d'indices. L'enquête commence, mais elle part déjà dans la mauvaise direction, aveuglée par l'évidence trompeuse d'une disparition sans violence. Le mystère de la boulangerie de la rue principale vient de naître, et il va hanter les esprits bien plus longtemps que quiconque ne peut l'imaginer. Les jours qui suivirent la disparition de Jean-Marc ne furent pas marqués par des révélations fracassantes, mais par une lente et douloureuse érosion de l'espoir. À Dijon, l'hiver céda la place à un printemps timide, mais le froid s'était installé durablement dans le cœur de la famille du boulanger. L'enquête policière, que l'on espérait fulgurante, s'embourba presque immédiatement dans les sables mouvants de la procédure administrative et des préjugés. Pour le commissariat local, le dossier Jean-Marc n'était pas prioritaire. Il n'y avait pas de corps, pas d'armes, pas de témoins, pas de rançon demandée. Dans la grille de lecture rigide des forces de l'ordre de la fin des années 80, cela ne laissait que 2 options, la fugue ou le suicide caché. Et comme aucun cadavre n'avait été repêché dans l'Ouche ou retrouvé dans les forêts environnantes, la thèse du départ volontaire devint la vérité officielle, celle que l'on tamponne sur un dossier avant de le ranger en bas d'une pile poussiéreuse. Pour l'épouse de Jean-Marc, cette conclusion était une insulte plus violente encore que l'absence. Elle passait ses journées au commissariat, assise sur des bancs en bois dur, à répéter inlassablement les mêmes détails aux mêmes inspecteurs au visage fermé.
Elle leur parlait de la pâte sur la table. Elle leur parlait de son dévouement. Elle leur montrait les comptes bancaires intacts. « Un homme ne part pas refaire sa vie les mains vides », criait-elle dans les couloirs gris de l'administration. Mais ces cris se heurtaient à un mur de scepticisme poli. On la regardait avec une pitié condescendante, celle que l'on réserve aux femmes délaissées qui refusent d'admettre la réalité. « Madame, vous savez, les hommes ont parfois des secrets, lui disait-on, insinuant des doubles vies, des dettes de jeu ou des maîtresses cachées. On lui suggérait presque de rentrer chez elle et d'attendre qu'il n'ait plus d'argent pour revenir la queue entre les jambes. Mais le pire n'était pas l'indifférence de la police. Le pire, c'était le changement insidieux qui s'opérait dans le quartier. La compassion des premiers jours, celle des voisins qui apportèrent des plats chauds et des mots de réconfort, commença à s'effriter pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus sombre. La rumeur. Dans une petite communauté, le vide laissé par l'absence de vérité est très vite comblé par le poison de la spéculation. Puisque la police ne trouvait rien, les gens inventèrent leurs propres histoires. Au café du coin, entre deux cigarettes, on refaisait l'enquête. Les théories les plus folles circulaient, transformant la victime en coupable. On disait que Jean-Marc avait volé dans la caisse d'une association locale, ce qui était faux. On murmurait qu'il avait été vu à la gare prenant un train pour l'Italie avec une femme blonde, une pure invention née de l'imagination d'un passant en mal d'attention. Plus cruel encore, certains regards commencèrent à se tourner vers l'épouse. Pourquoi était-elle si calme? Pourquoi ne pleurait-elle pas davantage en public? Ne disait-on pas qu'ils se disputaient souvent? La rumeur, tel un lierre venimeux, s'infiltrait partout, étouffant la famille sous un manteau de suspicion. Les enfants de Jean-Marc, à l'école, entendaient les chuchotements dans leur dos. Ils devinrent les enfants du boulanger qui s'est sauvé, marqués au fer rouge par l'abandon supposé de leur père. Pendant quelques mois, l'épouse tenta de maintenir la boulangerie à flot. Elle engagea un ouvrier pour remplacer Jean-Marc, essayant de reproduire les gestes, les recettes, l'ambiance. Mais c'était peine perdue. Le cœur n'y était plus. Le pain n'avait plus le même goût. Les clients, gênés, entraient rapidement, achetaient leurs baguettes en évitant de croiser le regard de la patronne et ressortaient aussitôt. La boulangerie, autrefois lieu de vie et de rire, était devenue un mausolée. L'odeur de la levure avait été remplacée par celle du malaise. Les ventes chutèrent drastiquement. Les gens préféraient marcher 10 minutes de plus pour aller à l'autre boulangerie du quartier plutôt que d'entrer dans la boutique du disparu. 1 an après la disparition, la décision inévitable tomba. Le rideau de fer fut baissé définitivement. Une affichette manuscrite, fermeture définitive, fut collée sur la vitrine, jaunissant rapidement au soleil. Ce fut la fin de l'ère de la boulangerie, mais le début de la longue agonie du bâtiment. La famille, incapable de vendre les murs tant que la situation juridique de Jean-Marc n'était pas éclaircie, il n'était ni mort ni vivant aux yeux de la loi, mais absent, resta vivre dans l'appartement au-dessus. Il vivait sur le lieu même du drame, marchant chaque jour au-dessus du fournil vide, au-dessus de ce four éteint, au-dessus de ce secret emmuré qui attendait son heure. Les années 90 passèrent, apportant avec elles leur lot de changements technologiques et sociaux, mais dans cette rue de Dijon, le temps semblait s'être arrêté au numéro 42. La façade, autrefois fière avec son enseigne peinte à la main, commença à s'écailler. Les lettres du mot « boulangerie » tombèrent une à une, laissant des traces fantomatiques sur le crépi sale. Les volets du rez-de-chaussée restèrent clos, accumulant la crasse urbaine et les affiches sauvages de concerts passés depuis longtemps. Le bâtiment devint une verrue dans le paysage urbain, une maison hantée pour les gamins du quartier. On se racontait des histoires pour se faire peur à la récréation. On disait qu'on entendait encore le bruit du pétrin la nuit, ou que l'ombre du boulanger passait derrière les vitres sales. Pour la famille, cloîtrée à l'étage, c'était une torture psychologique permanente. Ils étaient prisonniers de leur propre maison, prisonniers de l'attente. L'épouse refusait de déménager, persuadée contre toute logique qu'il pourrait revenir, ou qu'un indice finirait par surgir. Elle gardait le fournil en l'état, comme un sanctuaire poussiéreux. La table de travail était toujours là, le four froid trônait toujours au fond de la pièce, comme un immense coffre-fort de métal. Puis vint l'an 2000, puis 2010. 30 ans, une vie entière. La disparition de Jean-Marc était devenue un cold case, un dossier classé, oublié de tous sauf de ses proches. La justice avait officiellement déclaré son décès par absence, permettant enfin de régler les questions de succession.
C'était une mort administrative, une ligne sur un papier, sans corps, sans tombe, sans deuil possible. C'était une fin sans point final. Le bâtiment, lui, n'en pouvait plus. La toiture fuyait, les murs se fissuraient. L'humidité avait envahi le fournil, faisant pourrir les derniers sacs de farine oubliés dans un coin, créant une odeur âcre et moisie qui prenait à la gorge quiconque osait s'aventurer en bas. La grande cheminée centrale, colonne vertébrale de l'édifice, montrait des signes de faiblesse. Des briques commençaient à se désolidariser au sommet. La structure devenait dangereuse. C'est cette décrépitude qui scella le destin des lieux. La municipalité, inquiète pour la sécurité des passants, mit la pression pour que des travaux soient faits ou que l'immeuble soit vendu. La veuve de Jean-Marc, désormais âgée et fatiguée par 3 décennies de lutte contre des moulins à vent, se résigna. Elle ne pouvait plus entretenir ce gouffre financier et émotionnel. Le cœur serré, elle accepta de vendre ce qui restait de sa vie. 4 murs imprégnés de souvenirs et de douleurs. Les promoteurs immobiliers, eux, ne virent pas le drame humain. Ils virent un emplacement idéal en centre-ville, une opportunité de raser une ruine pour construire des appartements modernes. Le compromis fut signé. Le bâtiment allait être vidé, désossé, puis démoli. C'était la fin de l'histoire, pensait-on. On allait effacer la boulangerie de la surface de la terre, et avec elle, le souvenir de Jean-Marc s'effacerait définitivement des mémoires. Mais les lieux ont une mémoire que les hommes ignorent. Alors que la famille déménageait les derniers cartons, quittant cet appartement où ils avaient attendu en vain pendant 30 ans, ils ne se doutaient pas qu'ils laissaient derrière eux la clé de l'énigme. Ils passèrent une dernière fois devant la vieille cheminée du fournil, sans savoir que la vérité était là, à portée de main, séparée d'eux par seulement quelques centimètres de briques et de mortier. L'ironie du sort était cruelle. C'est la destruction du lieu qui allait permettre sa rédemption. C'est parce que l'on voulait faire disparaître la boulangerie que le boulanger allait enfin pouvoir parler. Les limbes allaient bientôt s'ouvrir. 30 années de silence, de rumeurs, de calomnies et de souffrances étaient sur le point d'être balayées par le coup de pioche d'un ouvrier anonyme. Le compte à rebours final avait commencé, non plus rythmé par l'horloge du fournil, mais par le calendrier du chantier de démolition qui approchait inéluctablement. Le secret de 1988, jalousement gardé par la pierre et la suie, s'apprêtait à affronter la lumière crue de 2018. Octobre 2018. 30 années se sont écoulées, presque jour pour jour, depuis cette matinée glaciale où l'odeur du pain a déserté la rue. Le quartier a changé. Les façades ont été ravalées, de nouvelles boutiques branchées ont remplacé les vieux commerces de proximité et le rythme de la ville s'est accéléré. Au milieu de cette modernisation, l'ancienne boulangerie fait figure d'anomalie, une verrue grise et triste coincée entre 2 immeubles repeints à neuf. Mais ces jours sont comptés. Le bâtiment a été vendu à un promoteur immobilier ambitieux qui prévoit de tout raser pour ériger une résidence de standing. Pour le voisinage, c'est un soulagement. On va enfin se débarrasser de cette dent creuse, de cette ruine qui attirait les pigeons et les histoires de fantômes. Personne ne se doute que les entrailles de la maison s'apprêtent à livrer un secret qui fera la une des journaux. Le chantier débute un mardi matin, sous un ciel bas et pluvieux, comme pour accompagner le deuil final de la bâtisse. Une équipe de démolition arrive sur place. Ce ne sont pas des locaux. Ils ne connaissent pas l'histoire de Jean-Marc. Pour eux, ce n'est qu'un chantier comme un autre, une structure vétuste à mettre à terre le plus efficacement possible. Le chef de chantier, un homme massif du nom de Pierre, distribue les ordres. La première étape consiste à curer le bâtiment, retirer tout ce qui n'est pas structurel. Les huisseries, les planchers pourris, les restes de plomberie. Les ouvriers s'activent dans un nuage de poussière âcre, mélange de plâtre vieux d'un siècle et de suie accumulée. L'intérieur de la boulangerie est méconnaissable. Le fournil, autrefois sanctuaire de la précision et de l'arôme, ressemble à une caverne dévastée. Le vieux four en métal a été démonté et évacué la veille, laissant un trou béant dans le mur du fond, une orbite vide dans le crâne de la maison. Au bout de 3 jours de travail acharné, il ne reste plus que l'ossature, les murs porteurs et trônant au centre comme une colonne vertébrale indestructible, l'immense cheminée de briques rouges. C'est une structure impressionnante, large à la base, conçue pour évacuer la chaleur intense d'un four professionnel. Elle traverse les étages, perçant le plancher de l'ancien appartement de la famille pour finir sa course sur le toit. C'est elle qui pose problème. Elle est massive, solide.
construite par des maçons d'un autre temps qui ne lésinaient pas sur la qualité des matériaux. Pierre décide qu'elle doit être abattue manuellement, étage par étage, pour éviter qu'elle ne s'effondre d'un bloc et ne déstabilise les immeubles mitoyens. C'est à Karim et Lucas, deux jeunes ouvriers, que revient la tâche ingrate. Armés de marteaux piqueurs et de masses, ils montent à l'étage, là où se trouvait autrefois le salon de Jean-Marc. L'atmosphère est étouffante. La poussière de briques rouges s'infiltre partout, collant à la peau, irritant les yeux derrière les lunettes de protection. Le bruit est assourdissant. Tac, 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 tac. Le rythme mécanique du marteau-piqueur résonne dans tout le quartier, un battement de cœur violent et artificiel. Isaac le conduit par le haut, faisant tomber les briques dans le vide du foyer, en bas. C'est un travail physique, répétitif, hypnotique. On casse, on déblaye, on recommence. Vers 10h30, alors qu'ils ont entamé la section qui correspond au niveau du plafond du fournil, une zone particulièrement épaisse où le conduit s'élargit, quelque chose d'inhabituel se produit. Lucas, qui manie le marteau-piqueur, sent une résistance différente. La mèche de son outil, habitué à traverser la brique et le mortier friable, heurte quelque chose de dur, mais pas minéral. Le son change. Ce n'est plus le bruit mat de la pierre qui éclate, mais un clang métallique, aigu et vibrant. Un son qui n'a rien à faire là. Lucas relâche la gâchette immédiatement. Le silence retombe brutalement dans la pièce, seulement troublé par sa respiration haletante et la poussière qui retombe lentement en suspension dans la lumière des projecteurs de chantier. Il appelle son collègue. « Karim, viens voir ça. J'ai touché un truc. » Karim s'approche, essuyant son front avec le revers de sa manche. « C'est quoi? Une armature? Un renfort en fer ?» C'est l'explication la plus logique. Dans les vieilles bâtisses, il n'est pas rare de trouver des tirants métalliques ou des poutres oubliées. Lucas secoue la tête. Non, ça sonne creux. Et regarde l'endroit. C'est en plein milieu de la maçonnerie, dans l'épaisseur du mur, pas dans le conduit lui-même. Intrigués, les deux hommes troquent le marteau-piqueur pour des outils plus précis. Un burin et une massette. Avec précaution, ils commencent à dégager les briques autour de l'obstacle. Coup après coup, la brique rouge cède, révélant peu à peu la nature de l'objet. Ce n'est pas une poutre, ce n'est pas un tuyau. C'est une surface plane, rouillée, corrodée par l'humidité et les années, mais indéniablement artificielle. C'est une boîte en métal rectangulaire de la taille d'une boîte à chaussures ou d'une grosse boîte à biscuits en fer blanc. Elle a été insérée là, dans une niche creusée à même la brique, puis recouverte de mortier et de plâtre pour être rendue invisible. C'est un travail de dissimulation intentionnel. Quelqu'un a pris la peine, il y a très longtemps, de créer cette cachette, d'y déposer cet objet et de refermer le mur comme si de rien n'était. Un frisson parcourt l'échine de Lucas. Il y a quelque chose de malsain dans cette découverte. On ne cache pas une boîte dans une cheminée par hasard. On y cache des trésors ou des secrets qu'on ne veut jamais voir refaire surface. « Appelle le chef », dit-il à voix basse, comme s'il avait peur de réveiller les fantômes de la maison. Pierre, le chef de chantier, monte les escaliers 4 à 4, alerté par le ton sérieux de ses gars. Quand il arrive devant le trou béant dans la cheminée, il reste un instant silencieux. Il a vu des choses bizarres sur les chantiers, des vieux journaux, des bouteilles vides, parfois des nids d'oiseaux fossilisés. Mais ça, c'est différent. La position de l'objet scellé au cœur de la structure indique une volonté farouche de protection. « Sortez-la », ordonne-t-il, mais avec une prudence nouvelle. Il sort son téléphone pour prendre une photo, un réflexe moderne face à l'insolite. Karim glisse le pied de biche sous le bord de la boîte. Le métal grince, proteste contre le mouvement après 30 ans d'immobilité. La rouille a soudé l'objet à la pierre. Il faut forcer. Avec un craquement sec, la boîte se détache enfin de sa prison de briques, libérant un petit nuage de poussière grise. Karim la saisit à 2 mains. Elle est étonnamment lourde. Pas le poids de l'or, non, mais le poids dense du papier compressé. Ils descendent dans la cour à la lumière du jour, loin de la poussière étouffante de l'étage. Les autres ouvriers s'arrêtent, la curiosité l'emportant sur le travail. Un petit cercle se forme autour de Pierre, qui pose la boîte sur une table à tréteaux. C'est une vieille boîte métallique, peut-être une ancienne boîte de gâteaux de Noël ou de matériel de couture, dont les couleurs et la marque ont disparu sous une épaisse couche d'oxydation brune. Le couvercle est scellé par la rouille. Il n'y a pas de serrure, mais le temps a fait office de verrou inviolable.
On l'ouvre ? Demande un des ouvriers. La question flotte dans l'air. Légalement, il devrait peut-être attendre. Mais la curiosité humaine est trop forte. Et puis, qui cela pourrait-il intéresser? Le propriétaire du bâtiment? La police? Pour eux, c'est probablement juste les souvenirs d'un ancien habitant, des vieilles photos ou des économies en francs qui ne valent plus rien. Pierre hoche la tête. Allez, ouvre, mais doucement. Il faut un tournevis plat et quelques coups de marteau précis pour faire sauter le couvercle. Le métal cède enfin dans un grincement aigu qui fait grincer les dents. Le couvercle se soulève. Tout le monde retient son souffle. À l'intérieur, pas de lingots, pas de bijoux étincelants, juste du plastique. Un sac plastique épais, soigneusement plié et scotché, qui protège le contenu de l'humidité. C'est ce sac qui a sauvé la vérité. Sans lui, l'humidité de la cheminée aurait réduit le contenu en bouillie depuis longtemps. Pierre déchire le plastique avec son cutter. Une odeur de vieux papier s'échappe, une odeur de bibliothèque et de temps arrêté. Il en sort une pile de documents, des enveloppes, des lettres et un petit carnet à spirale. Les mains gantées de Pierre tremblent légèrement. Il prend la première enveloppe. Elle est ouverte. Il en sort une feuille de papier machine, dactylographiée. L'encre est un peu pâle, mais parfaitement lisible. Il lit les premières lignes à voix haute, et le silence autour de lui devient sépulcral. Ce ne sont pas des lettres d'amour. Ce ne sont pas des factures. Si tu ne payes pas, on brûlera ton fournil avec toi dedans. Les mots claquent comme des coups de fouet. Pierre lève les yeux vers ses hommes. Leurs visages sont blêmes. Ils comprennent instantanément qu'ils ne viennent pas de trouver un trésor, mais une scène de crime. Ils viennent de déterrer le mobile d'une disparition vieille de 30 ans. Pierre repose la lettre et prend le petit carnet. Il l'ouvre à la dernière page écrite. L'écriture est manuscrite, nerveuse, pressée. C'est l'écriture d'un homme qui a peur, d'un homme qui se sait condamné. Ils sont venus hier soir. Ils ont menacé ma femme. Je ne peux pas aller voir la police, ils ont des indices partout. Si je disparais, si l'on ne me retrouve pas, ne croyez pas à ce qu'ils diront. Je n'ai pas fui. Regardez vers eux. Regardez vers le clan des... Le nom qui suit glace le sang du chef de chantier. C'est un nom connu à Dijon, ou plutôt un nom qu'on ne prononçait qu'à voix basse dans les années 80. Un nom lié au grand banditisme, aux rackets, à une époque violente que la ville a essayé d'oublier. La date inscrite en bas de la page est celle de la veille de la disparition de Jean-Marc. La réalité de la situation s'abat sur le groupe d'hommes en gilet fluo. Ils sont là au milieu des gravats, avec entre les mains la preuve qu'un homme innocent a été terrorisé, traqué et probablement assassiné. La boîte dans la cheminée n'était pas une cachette pour de l'argent. C'était une assurance vie, ou plutôt une assurance vengeance. Jean-Marc savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, dans un dernier acte de résistance, il avait rassemblé les preuves, les lettres de menace, son journal de bord détaillant le racket, et il avait scellé le tout dans le seul endroit que les mafieux ne penseraient pas à fouiller, le cœur brûlant de sa boulangerie. Il avait parié sur le temps. Il avait parié qu'un jour quelqu'un détruirait ses murs et trouverait sa bouteille à la mer. Il aura fallu 30 ans. 30 ans de silence. 30 ans où sa famille a cru à un abandon. Pierre referme doucement la boîte. Il n'est plus question de démolition pour l'instant. Il sort son téléphone, mais cette fois, ce n'est pas pour prendre une photo. Il compose le 17. Sa voix est grave quand l'opérateur répond « Bonjour, ici le chef de chantier du 42 rue principale. Ne quittez pas. On vient de trouver quelque chose. Vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un, et pas juste une patrouille. Envoyez la criminelle. » Autour de lui, le chantier s'est arrêté. Les machines se sont tues. La vieille cheminée éventrée domine la scène, pathétique et majestueuse. Elle a tenu sa promesse. Elle a gardé le secret jusqu'au bout, protégeant l'honneur d'un boulanger contre l'oubli et l'injustice. Les sirènes commencent à retentir au loin, se rapprochant rapidement. Le vacarme de la ville moderne revient, mais il a désormais une tonalité différente. C'est le son de la justice qui se met en marche, avec 3 décennies de retard. L'arrivée de la police judiciaire de Dijon transforme radicalement l'atmosphère du chantier. En l'espace d'1 heure, la rue principale, habituellement calme, se hérisse de gyrophares bleus qui tournoient dans la grisaille d'octobre. Le périmètre est bouclé par la rubalise jaune et noire, repoussant les passants curieux et les journalistes locaux qui commencent déjà à affluer, alertés par la rumeur d'une découverte macabre. Mais il n'y a pas de corps. Pas encore.
Il y a cette boîte, posée maintenant dans un sac de preuves transparent, manipulée avec une délicatesse infinie par un technicien en combinaison blanche. Pour le capitaine Renard, chef de la division Cold Case, cet objet est le Saint Graal. C'est la pièce manquante d'un puzzle qui prenait la poussière sur une étagère depuis 3 décennies. La boîte est transportée au laboratoire de la police scientifique. Sous les lumières crues, l'inventaire commence. Chaque feuille de papier est extraite, photographiée, analysée. L'odeur de moisi qui s'en dégage est celle de la peur conservée. Les experts confirment rapidement l'authenticité des documents. Le papier, l'encre, le style dactylographique, tout correspond à la fin des années 80. Il n'y a aucune trace de falsification récente. Ce que Jean-Marc a écrit, il l'a écrit alors qu'il se sentait traqué, quelques heures avant de s'évaporer. Le contenu de la boîte raconte une histoire bien différente de celle de la dépression ou de la fugue amoureuse. C'est l'histoire d'un siège, l'histoire d'un homme seul face à une meute de loups. Les premières lettres sont des avertissements voilés, presque polis. Une association de commerçants propose sa protection contre une cotisation mensuelle. Jean-Marc, naïf ou intègre, a ignoré ses premières approches. Puis, le ton change. Les lettres suivantes, découpées dans des journaux ou tapées à la machine, deviennent explicites. On exige le pizzo, l'impôt mafieux. 10% du chiffre d'affaires. Pour un petit boulanger artisanal, c'est l'étranglement assuré. Mais c'est le carnet personnel de Jean-Marc qui bouleverse les enquêteurs. À travers son écriture serrée, on découvre un homme terrorisé mais inflexible. Il raconte les visites nocturnes. Des hommes en costume, au sourire froid, qui viennent acheter une baguette et laissent tomber une cartouche de fusil sur le comptoir en guise de monnaie. Il raconte les pressions sur ses fournisseurs, les pneus crevés, les appels anonymes au milieu de la nuit où l'on entend seulement le souffle d'un homme et des pleurs d'enfants enregistrés. Jean-Marc avait compris qu'il avait affaire au grand banditisme local, une organisation tentaculaire qui tenait la région sous sa coupe à l'époque. À la lecture des dernières pages, le capitaine Renard comprend pourquoi Jean-Marc n'est jamais allé voir la police de 1988. Ils m'ont dit qu'ils avaient un cousin au commissariat, qu'ils sauraient si je parlais avant même que je signe ma déposition. Je ne peux faire confiance à personne. Cette phrase résonne douloureusement pour les policiers d'aujourd'hui. L'isolement du boulanger était total. Il ne voulait pas mettre sa femme et ses enfants en danger. Alors il a choisi de porter ce fardeau seul, murant sa peur dans le silence et l'épreuve dans sa cheminée. La révélation la plus poignante survient lorsque la police convoque la veuve de Jean-Marc. Elle a maintenant 75 ans. C'est une femme voûtée, usée par le chagrin et par 30 ans de regards en biais. Quand le capitaine la reçoit dans son bureau, il ne la traite pas comme la femme d'un fugitif, mais comme la veuve d'un héros. Il pose une photocopie de la dernière lettre devant elle. Il lui lit les mots de son mari, ces mots qu'elle a attendus toute une vie. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu revenir. Pardonne-moi de t'avoir caché tout ça, je voulais te protéger. Je ne suis pas parti, je ne t'ai jamais abandonné. Ils m'ont acculé. Je refuse de payer pour avoir le droit de travailler. Je refuse de plier. Je t'aime plus que tout. » Dans le bureau aseptisé du commissariat, un barrage cède. La vieille dame s'effondre, non pas de douleur, mais d'un soulagement si violent qu'il en est physique. Pendant 30 ans, elle a vécu avec le doute. M'aimait-il encore? Avais-je fait quelque chose de mal? Était-il heureux ailleurs? Ces questions qui l'ont torturé chaque nuit volent en éclats. Il ne l'a pas quitté. Il est mort pour ne pas céder, pour protéger l'intégrité de leur foyer. Il n'était pas un lâche. Il était courageux. Les larmes qui coulent sur ses joues ridées lavent l'honneur de son mari et par extension le sien. La nouvelle se répand dans Dijon plus vite encore que la rumeur de sa disparition 30 ans plus tôt. Les journaux titrent « Le boulanger n'avait pas fui, il résistait à la mafia ». L'effet sur la communauté est immédiat et brutal. Ceux qui avaient médit, ceux qui avaient inventé des histoires de maîtresses, ceux qui avaient tourné le dos à la famille, se retrouvent face à leur propre honte. Des bouquets de fleurs commencent à s'amonceler devant les grilles du chantier de démolition. Des mots d'excuses anonymes sont glissés dans la boîte aux lettres de la veuve. La ville, prise de remords tardifs, tente de réparer l'irréparable. Mais pour la police, l'émotion ne doit pas prendre le pas sur l'action. Le carnet donne des noms précis. Le clan des V, une famille de caïds qui a fait fortune dans le béton et les boîtes de nuit dans les années 90, blanchissant l'argent du racket.
Si la plupart des faits sont prescrits, la séquestration et le meurtre, eux, peuvent encore faire l'objet d'investigations poussées, surtout avec de nouveaux éléments matériels. De plus, les menaces écrites ne s'arrêtent pas là. Jean-Marc, dans sa méticulosité, a noté un détail crucial dans sa dernière entrée, datée de la veille de sa disparition. J'ai entendu l'un d'eux parler au téléphone alors qu'ils attendaient devant la boutique. Il parlait du chantier de l'autoroute A31, vers la sortie nord. Il coulait les fondations d'un pont cette semaine-là. Il a dit que le béton frais faisait disparaître bien des problèmes. C'est l'indice que les enquêteurs redoutaient, mais espéraient. Une localisation potentielle, une tombe de béton et d'acier. Le capitaine Renard sait que retrouver un corps coulé dans un pilier d'autoroute 30 ans plus tard relève de l'impossible logistique. Mais il sait aussi que la technologie a évolué. On parle de géoradars, de sonars, de techniques d'imagerie qui n'existaient pas à l'époque. L'enquête change d'échelle. Il ne s'agit plus seulement de réhabiliter une mémoire, mais de traquer des assassins qui se croyaient intouchables, protégés par le temps et l'oubli. Les survivants du clan des V, désormais des vieillards respectables vivant dans des villas sur la Côte d'Azur, vont recevoir la visite qu'ils n'attendaient plus. La boîte de Pandore ouverte par les ouvriers ne contenait pas seulement la vérité sur le passé, elle contenait la justice pour le présent. Alors que la nuit tombe sur Dijon, la vieille boulangerie, ou ce qu'il en reste, semble enfin apaisée. La cheminée a été démontée brique par la police pour s'assurer qu'aucun autre document n'y était caché. Le bâtiment est vide, définitivement. Mais le vide n'est plus pesant, il est propre. La vérité a été exhumée. Il reste maintenant une dernière étape, la plus difficile. Confronter les monstres et peut-être offrir à Jean-Marc une sépulture digne de ce nom, loin du béton froid d'un pont d'autoroute. La fin de l'histoire approche, et elle ne sera pas celle que les tueurs avaient écrite. Voici la dernière partie de votre script, comprenant le chapitre 5 et la conclusion. La dernière note du carnet de Jean-Marc n'était pas une simple supposition, c'était une carte au trésor macabre. L'autoroute A31, artère vitale traversant la Bourgogne, est empruntée chaque jour par des milliers d'automobilistes insouciants. Personne ne regarde vraiment les piliers de béton gris qui soutiennent les ponts et les échangeurs. Ils font partie du paysage, invisibles par leur banalité. Pourtant, c'est vers l'un de ces piliers, situé à la sortie nord de Dijon, que se tournent désormais tous les regards. L'opération organisée par la police judiciaire est d'une envergure exceptionnelle pour un dossier vieux de 30 ans. Il ne s'agit pas de fouiller une forêt, mais de sonder une infrastructure routière critique. Obtenir les autorisations préfectorales pour fermer une voie de l'autoroute et déployer du matériel de sondage a été un parcours du combattant administratif. Mais la pression médiatique et l'émotion suscitée par la découverte de la boîte de la boulangerie ont ouvert toutes les portes. Le capitaine Renard ne lâche rien, il veut aller au bout. Novembre 2018. Une équipe de géologues spécialisés en structures d'art, assistée par la police scientifique, installe un campement de fortune sous le pont. L'ambiance est surréaliste. Au-dessus de leur tête, le fracas ininterrompu des camions fait trembler le sol, tandis qu'en bas, dans la pénombre du talus, on cherche un homme disparu en 1988. L'outil principal de cette recherche n'est pas la pelle, mais le géoradar. C'est une machine sophistiquée, ressemblant à une tondeuse à gazon futuriste, capable d'envoyer des ondes électromagnétiques à travers la matière et de créer une image en coupe de ce qui se trouve à l'intérieur du béton. Les techniciens quadrillant le pilier désigné par l'indice du carnet. C'est un bloc massif, plusieurs tonnes de béton armé coulé à l'époque où le banditisme local avait la main mise sur les chantiers publics via des sociétés écrans. Les premières passes du radar ne révèlent que le ferraillage habituel, les barres d'acier qui structurent le pilier. L'attente est longue. Le froid de novembre rappelle sinistrement celui de la disparition. La veuve de Jean-Marc n'est pas sur place. C'est trop éprouvant. Mais elle attend près du téléphone, entourée de ses enfants devenus adultes. Soudain, l'opérateur du radar lève la main. J'ai une anomalie. Sur l'écran de contrôle, au milieu des lignes régulières de l'armature métallique, une forme irrégulière apparaît. Elle se situe à environ 1 mètre de profondeur, dans la base élargie du pilier. Ce n'est pas une poche d'air, ce n'est pas un rocher. La densité est différente. La forme, oblongue, correspond tragiquement aux dimensions d'un corps humain recroquevillé. Les experts affinent le réglage, l'image se précise. On distingue des contours qui ne devraient pas exister dans une structure industrielle.
Le capitaine Renard, qui observe l'écran par-dessus l'épaule du technicien, sent un poids s'écraser sur sa poitrine. Il sait, tout le monde sait. Jean-Marc est là. Il n'est jamais parti. Il a été réduit au silence, transporté de nuit sur ce chantier complaisant et jeté dans le coffrage avant que les toupies à béton ne déversent leur chargement au petit matin. Il a littéralement été effacé, transformé en fondation pour le monde moderne qui continuait de rouler au-dessus de lui. Extraire le corps est impossible sans mettre en péril la structure du pont et paralyser l'autoroute pendant des mois. Mais la preuve technologique est suffisante pour la justice. L'anomalie est actée, cartographiée et certifiée. Jean-Marc a une sépulture certes de béton mais localisée. Il n'est plus nulle part. Parallèlement, la traque des vivants s'accélère. Le clan des Védis n'est plus que l'ombre de lui-même. Le patriarche est mort il y a 10 ans, emportant ses secrets dans sa tombe de marbre. Mais ses lieutenants, ceux qui étaient les hommes de main en 1988, sont encore là. Ils ont vieilli. Ils sont devenus des grands-pères respectables, jouant à la pétanque ou gérant des pizzerias sur la côte. Ils pensaient avoir gagné la partie contre le temps. Ils se trompaient. À 6 heures du matin, une semaine après la découverte au radar, la police frappe simultanément à 3 portes dans le sud de la France. Les interpellations sont douces, presque pathétiques. Pas de résistance, pas de fusillade. Juste des vieillards en pyjama, les yeux écarquillés, qui comprennent que le passé vient de les rattraper. En garde à vue, face aux preuves accablantes du carnet, qui détaille des dates, des sommes et des descriptions physiques précises, l'omerta s'effrite. La loyauté criminelle résiste rarement à la sénilité et à la peur de mourir en prison. L'un d'eux, rongé par un cancer et peut-être par le remords, finit par parler. Il confirme tout. L'extorsion, le refus obstiné du boulanger, l'enlèvement au petit matin et le pont. Il raconte que Jean-Marc n'a pas supplié, qu'il est resté digne jusqu'au bout, refusant de céder son outil de travail à des parasites. Cette confession, enregistrée sur vidéo, est la dernière pièce du puzzle. Elle transforme la victime en martyr. Jean-Marc n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment. Il était un homme debout face à la corruption. Le procès qui s'annonce sera symbolique. La plupart des faits sont prescrits, mais la séquestration suivie de mort est un crime imprescriptible dans les mémoires, et les nouvelles lois permettent de juger ces crimes anciens. Même s'ils ne font pas de longues peines vu leur âge, leur réputation est détruite. Ils ne sont plus des caïds intouchables, mais des assassins d'artisans. La honte change de camp. Elle quitte la famille du boulanger pour s'abattre sur celle des bourreaux. La famille de Jean-Marc peut enfin entamer la dernière étape de son deuil. Une cérémonie est organisée, non pas au cimetière, mais près du pilier du pont. Une plaque commémorative est scellée sur le béton. Ici repose Jean-Marc, artisan boulanger, mort pour ses principes. 1943-1988. Les voitures continuent de passer au-dessus, indifférentes, mais en bas, le silence n'est plus celui de l'oubli. C'est le silence du respect. L'enquête est close. Le dossier Cold Case 1988 est tamponné en rouge, élucidé. L'histoire de la boulangerie de Dijon nous enseigne une leçon terrifiante mais essentielle. La vérité est une matière indestructible. On peut la cacher derrière des murs de briques, on peut la couler dans des tonnes de béton, on peut la recouvrir de 30 années de mensonges et de rumeurs, mais elle finit toujours par trouver un chemin vers la lumière. Aujourd'hui, aux 42 rues principales, il n'y a plus de ruines. Un immeuble moderne, propre et lumineux a été construit. Des familles y vivent, des enfants y jouent, sans se douter que sous leurs pieds, dans les fondations de leur quotidien, s'est joué un drame humain d'une intensité rare. Mais si vous passez devant, regardez bien la façade. La municipalité, en accord avec le promoteur, a laissé un petit espace, une brique rouge d'origine, incrustée dans le mur neuf avec une petite inscription en laiton. C'est un rappel. Jean-Marc, le boulanger ponctuel, l'homme qui servait d'horloge à tout un quartier, a finalement réussi son dernier tour de force. Il a fait parler les murs. Il a transformé sa propre disparition en un acte d'accusation éternelle contre la violence et la lâcheté. Sa famille, lavée de tout soupçon, marche désormais la tête haute dans les rues de Dijon. Ils ne sont plus ceux que le père a abandonnés. Ils sont les gardiens de la mémoire d'un homme courageux. Quant à la fameuse boîte en métal rouillé, elle ne retournera pas dans l'obscurité.
Elle a été versée aux archives départementales, conservée comme une pièce à conviction historique. Elle témoigne d'une époque, d'une ville et de la ténacité d'un homme qui, même face à la mort, a pris le temps de préparer sa vengeance, confiant au temps le soin de rendre la justice. Parfois, quand l'hiver revient à Dijon et que le froid pique le visage au petit matin, certains anciens du quartier disent qu'ils sentent encore, l'espace d'une seconde, une odeur de pain chaud flotter dans l'air. Ce n'est peut-être que de la nostalgie. Ou peut-être est-ce le souvenir d'un homme qui nous rappelle que tant qu'il y a de la mémoire, personne ne disparaît vraiment. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que le nom de Jean-Marc résonne encore plus loin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête, là où les murs ont des oreilles et où le passé ne meurt jamais. À bientôt.